fight. Bonjour à tous, c'est Territoire d'Info, une émission de Public Sénat de TV5 Monde avec la presse quotidienne régionale. Et nous allons regarder les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine. Lundi, nous avions deux invités, Gérard Longuet et Jacqueline Gouraud. C'est le lendemain des élections sénatoriales que nous recevions Gérard Longuet, donc réélu sénateur de la Meuse. Il analyse sur ce plateau le résultat décevant de La République En Marche et il y voit une démonstration de faiblesse du président de la République. C'est la démonstration d'une faiblesse du président de la République. Il est en désaccord, il n'a pas su établir de lien avec les territoires de notre pays. Et mécaniquement, le Sénat est désigné par des grands électeurs qui eux-mêmes remontent au municipal de 2014. Ce sont des femmes et des hommes engagés qui n'ont pas considéré que les 3 mois de présidence d'Emmanuel Macron justifiaient qu'il change d'orientation politique. Au fond, il y a une déception des collectivités locales. Quand vous parlez de désaccord avec les collectivités, allons plus loin. Est-ce que vous diriez, par exemple, que c'est un désaveu pour le président ? C'est un problème d'image. C'est un homme des grandes administrations, des grands services publics de l'État, des grandes banques, des grandes métropoles. Et la France des villes moyennes, des petites villes, du monde rural ne s'est absolument pas sentie comprise par ce président de la République. Je crois qu'il a un véritable effort de compréhension des territoires de notre pays. En tout cas, c'était un non-événement, puisque, paraît-il, il n'y a pas eu de soirée électorale à l'Élysée hier au soir. C'est donc un signe. Oui, alors, il y a aussi une autre réalité. C'est que les institutions de la 5e donnent au Sénat un réel pouvoir d'influence, mais ce n'est qu'un pouvoir d'influence. Il n'y a pas... Le dernier mot appartient à l'Assemblée nationale, nous le savons, et vous savez, journalistes, que nous ne censurons pas le gouvernement depuis la Troisième République. Vous dites justement que le Sénat n'a pas vraiment de poids réellement, puisque c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Mais pourtant, le président Larcher s'est déjà posé hier soir comme l'opposition, au moins parlementaire, et il disait qu'il la voulait constructive. Est-ce que vous pensez comment peut se formuler cette opposition? C'est exactement le correspondant de cela. Comme nous n'avons pas le dernier mot, et c'est normal au regard de l'Assemblée nationale, nous avons à la convaincre. Et donc nous sommes naturellement des gens positifs qui essayons de trouver une solution qui soit bonne pour le pays et conforme à nos convictions. Donc le Sénat est une véritable assemblée d'influence et qui a bien l'intention d'utiliser la liberté qui est la sienne pour peser dans la vie publique française. Lundi, nous avions une deuxième invitée politique, Jacqueline Gouraud, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, réélue sénatrice du Loir-et-Cher. Et elle a déclaré que le centre allait jouer un rôle central dans la majorité présidentielle à propos de ces élections sénatoriales. C'est une victoire pour tous ceux qui ont gagné. Et nous sommes nombreux au groupe centriste à avoir été réélus ou élus. Et je me réjouis que le centre progresse dans notre pays et dans notre belle assemblée qu'est le Sénat. Le parti centriste a vraiment bien réussi. Comment vous voyez son action et est-ce que vous pensez qu'elle doit s'imposer ou participer à la construction politique de ce pays ? Ah, ça, je crois que le centre doit participer à la reconstruction politique de ce pays. Nous avons voté avant la suspension de la session parlementaire. Nous avons voté au groupe centriste un vœu qui était celui d'être d'abord indépendant. Et deuxièmement, qui était un vœu qui voulait être constructif, si je dirais, pour utiliser un mot qui est très utilisé, constructif vis-à-vis de la majorité et même pour la plupart des membres du groupe centriste dans la majorité. Est-ce que vous estimez ce matin que la réforme constitutionnelle appelée des vœux du président est morte et enterrée? Non, pas du tout. Je ne le considère pas parce que considérer que tout est mathématique n'est pas une bonne manière de regarder la vie politique et celle du Sénat. Et en particulier celle du Sénat. D'accord, mais donc ça va jouer comment? Texte par texte? Ah, je pense que oui, texte par... Il va falloir trouver des majorités. Je pense que texte par texte, ça a toujours été comme ça au Sénat. Depuis le temps que j'y siège, je connais le Sénat. C'est texte par texte que les choses vont se faire.
La droite qui a gagné, c'est la droite de Gérard Larcher. À propos du résultat de ces élections sénatoriales, nous a déclaré sur ce plateau Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique. Juste une chose. Très vite, s'il vous plaît. La droite qui a gagné au Sénat, c'est la droite de Gérard Larcher. C'est pas celle de Laurent Wauquiez. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important dans les analyses, il faut le dire. C'est la droite modérée, vous voulez dire. Ça veut dire que c'est la droite intelligente qui sait faire preuve de sagesse, comme on dit si bien ici au Sénat, et qui saura travailler avec intelligence avec le gouvernement. Moi, je connais bien Gérard Larcher, mais mon amitié pour lui n'est un secret pour personne. Je connais bien la plupart des sénateurs qui ont été élus, quelles que soient d'ailleurs les tendances politiques dimanche dernier. Je sais qu'on pourra trouver un terrain d'entente, je ne sais pas si c'est le mot, mais d'accord politique, intelligent au service des Français. Et ça, c'est quand même aussi quelque chose qu'il faut dire et qu'on ne dit pas assez depuis dimanche. Et ça ne sera plus le cas avec les Républicains si Laurent Wauquiez prend la tête du parti ? Moi, je regarde et j'entends, comme dirait l'autre. Et je vois bien les postures politiciennes, y compris parfois chez certains de ses amis à l'Assemblée nationale, où on est dans la politique aérie, on est dans la politique à l'ancienne, on tourne le dos parfois à l'intérêt général. Ces choses-là, d'ailleurs, me blessent, moi qui ai milité pendant longtemps aux Républicains. Mais voilà, je tiens à le dire, avant de regarder qui a gagné, qui a perdu au Sénat. Est-ce que ça veut dire, Sébastien Lecornu, que si Laurent Wauquiez prend la tête du parti comme annoncé en décembre, vous quitterez les Républicains pour adhérer à la République En Marche, comme l'a fait votre ami Bruno Le Maire ? Je ne sais pas ce que je ferai, mais une chose est sûre, c'est que plus le temps passe, plus je me pose effectivement la question de ce que font et de ce que deviennent les Républicains. Ne pas savoir trancher, choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, entre les deux tours de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, après plus de 10 ans de meeting dans lequel on dit qu'il fallait assouplir le droit du travail, réformer l'ISF, baisser les charges sur les entreprises, réinstaurer l'autorité de l'État comme Gérard Collomb le fait avec son projet de loi de lutte contre le terrorisme, de voir que une partie de la droite s'oppose, pour au final d'ailleurs s'abstenir dans l'hémicycle ou voter pour. Très franchement, ça fait un peu sourire. Donc la réalité, c'est qu'il va falloir que les Républicains fassent preuve de clarté et surtout soient en cohérence avec ce que veulent les Français. L'actualité, c'est aussi les taxes sur le diesel qui vont augmenter de 10% l'année prochaine. Est-ce que c'est compatible finalement avec la volonté du gouvernement d'alléger le pouvoir des Français, le pouvoir d'achat des Français ? Vous savez, la question du diesel, c'est un scandale pour la santé publique. 50 000 morts prématurées chaque année à cause des émissions de particules de diesel. Si on avait eu la même précaution et la même énergie à régler ce problème du temps de l'amiante, je pense que beaucoup de familles nous en seraient reconnaissants aujourd'hui. Donc oui, il y a cette convergence entre le diesel et l'essence. Oui, il y a aussi une trajectoire autour de la fiscalité carbone sur le diesel et l'essence, puisque d'un côté, on ne peut pas vouloir décarboner notre économie, notre mobilité, notre société au sens large du terme, et lutter contre le réchauffement climatique, promouvoir également un meilleur cadre de vie pour nos concitoyens et ne pas donner un coup à ce carbone, ne pas justement dissuader l'usage du diesel. Je pense que là-dessus, le gouvernement est clair et assume complètement cette position. On va parler du glyphosate, ce désherbant controversé, soupçonné de provoquer des cancers. La Commission européenne propose de le réautoriser dans l'Union européenne pour une durée de 10 ans, durée trop longue selon Matignon. Est-ce que vous pouvez nous dire à quelle échéance le glyphosate sera interdit en France ? Alors, on va être précis déjà, le glyphosate, il est déjà interdit au 1er janvier 2017 pour les collectivités territoriales et dans les usages espaces publics. Et il sera interdit pour les particuliers en 2019, mais il est autorisé pour les agriculteurs. Les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, le glyphosate, c'est une substance qu'on retrouve dans des pesticides un peu populaires et bien connus, comme par exemple le Roundup, parce que je pense qu'on ne fait pas suffisamment la pédagogie aussi de ce que c'est et pourquoi ça occupe autant l'espace. Il est tellement populaire, donc justement, ce pesticide, qu'il n'est pas si facilement et si rapidement, surtout. Alors, le problème se pose pour les agriculteurs. Pour les agriculteurs, j'y viens. Et donc, l'idée, c'est que là où, effectivement, il est interdit pour les particuliers au 1er janvier 2019, vous l'avez rappelé, là où il est déjà interdit au titre du principe de précaution, parce qu'un certain nombre de scientifiques ont pointé effectivement du doigt son caractère potentiellement cancérigène. Donc l'idée, c'est de se dire, on ne peut pas renouveler pour 10 ans, c'est trop long. On ne peut pas non plus l'interdire du jour au lendemain, puisque on prendrait nos amis agriculteurs, cette question me tient à cœur dans mon département de l'Eure, je les connais bien, on ne peut pas les prendre en otage du jour au lendemain en leur disant débrouillez-vous, il n'y a même pas de solution, il n'y a pas de plan B, on interdit tout de suite, c'est pas ce que le gouvernement propose, c'est pas ce qu'Édouard Philippe propose, ni Nicolas Hulot, ni Stéphane Travert. Il faut un plan B scientifiquement qui permet de se substituer au glyphosate, un produit moins dangereux sur lequel le principe de précaution n'a pas lieu de s'appliquer sur la dangerosité soit pour la santé,
soit pour l'environnement et la biodiversité, puisque bien évidemment, cela fait partie de nos priorités et de nos compétences. Les deux ministères vont se retourner vers des gens dont c'est le métier. Et des ingénieurs au sein de l'État de bonne qualité dans les centres de recherche, on en a. Donc on ferait bien de les écouter tout petit peu, c'est ce que veut le Premier ministre. On va le faire en disant, d'après vous, quel est le plan de sortie intelligent, adapté et adaptable? Donc au 1er janvier, on a un calendrier de plan B. Le Premier ministre a indiqué hier qu'il voulait la réponse pour la fin de l'année. Marc-Philippe Daubresse, le nouveau sénateur du Nord et ex-ministre, était notre invité mercredi. À propos de l'élection à la présidence des Républicains, il a indiqué vouloir soutenir le candidat de l'unité et de la clarté. Moi, j'attends de voir ce qui va se passer. Moi, je suis soucieux de l'unité. D'abord, je suis fidèle, je suis loyal, donc je resterai dans mon parti, quoi qu'il arrive. Et loyal à qui? Loyal à ce mouvement, les valeurs qu'il représente. Moi, j'ai été, vous le savez, un des dirigeants de l'UDF de France. J'ai quitté avec beaucoup d'autres d'ailleurs l'UDF pour fonder l'UMP. Je suis un des fondateurs de l'UMP. L'UMP, j'y étais très bien, franchement. Et après, les Républicains, on a retrouvé, je dirais, notre vigueur quand M. Sarkozy est venu régler le bras de fer à Hockey-Choral entre Fillon et Copé. Mais je pense que ce parti a son utilité en France pour éviter que 2022, ce soit... Laurent Wauquiez. France Insoumise, j'y viens. France Insoumise et Front National. Donc, Laurent Wauquiez, écoutez, j'attends qu'on me présente les programmes. Celui qui incarnera l'unité et la clarté par rapport à nos valeurs, je le soutiendrai. Marc-Philippe Daubresse, ce matin aura lieu en Conseil des ministres la présentation du budget. Alors, on ne connaît pas bien sûr les détails, mais on connaît quand même les grandes lignes. Est-ce que pour vous, c'est un bon budget? Non. Ce n'est pas un bon budget parce que il y a une attaque en règle de toutes les collectivités locales qui est terrible. Vous n'imaginez pas, vous savez, tous les sénateurs qui vont succéder ici vont vous dire que quand ils ont mené leur bataille, les maires sont certains au bord de l'asphyxie, d'autres au bord du dépôt de bilan. Moi, j'ai rencontré notamment les maires de petites communes rurales. Et le fait d'attaquer le premier investisseur public que sont les collectivités locales, c'est une grave erreur, je viens de le dire, et qui va se traduire par des arbitrages des communes en matière d'investissement et de logement en particulier, qui vont faire régresser les choses. C'est une grave erreur. Ça, c'est la première erreur. Ensuite, il y a eu des recettes supplémentaires qui sont arrivées dans les caisses de l'État. Et du coup, on est allé moins fort sur la réduction de certaines dépenses publiques. La dépense publique, c'est comme le cholestérol. Il y en a des bonnes, c'est l'investissement. Il y en a des mauvaises, c'est le fonctionnement. On n'est pas allé assez loin sur le fonctionnement et on est en train de tuer l'investissement. Donc, je ne vous dirais pas que c'est un bon budget. Emmanuel Macron et La République En Marche a moins de sénateurs que dans l'ancienne Assemblée. Est-ce que c'est l'échec du président de la République, ça ? Écoutez, non, ça, je vais vous dire, les sénatoriales, ça traduit pour l'essentiel un rapport de force qui est établi au moment des municipales et juste après des régionales et des départementales. Donc, dans mon département, par exemple, le rapport de force s'est inversé par rapport à ce qu'il était avant. C'est logique que ça se traduise dans les urnes. Pour autant, la mayonnaise d'En Marche qui essayait de montrer qu'en amalgamant du Darmanin avec des socialistes, et du Le Maire avec des socialistes, on pouvait produire des sièges sénatoriaux supplémentaires. Ils ont la démonstration que non, et en plus qu'ils sont en recul. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher des alliés chez les radicaux de RDSE, des radicaux de gauche, chez les constructifs des Républicains, chez l'Union centriste, pour essayer de faire passer leurs réformes constitutionnelles en particulier, qui sont des mauvaises réformes. J'y reviendrai si vous le voulez. Mais est-ce que c'est uniquement un effet mécanique? Vous parliez tout à l'heure des mesures qui ont touché les collectivités. Est-ce que ces sénatoriales, ce n'est pas la revanche des élus locaux? Si, bien sûr. Mais c'est normal. Le Sénat, c'est l'Assemblée des territoires. C'est l'Assemblée qui défend les communes de France, c'est l'Assemblée qui explique que la France, c'est pas une grande mégalopole, comme le pense M. Macron, avec des hauts fonctionnaires qui peuvent diriger tout ça. C'est au contraire une multiplicité de communes, des terroirs, des identités locales, et que c'est ça qui fait la richesse de la France et qui fait de nous la première destination touristique du monde. Donc, il n'a pas compris ça, M. Macron, je pense. Et donc, évidemment que c'est la revanche des territoires, et le Sénat, il est là pour ça. Il est là pour être désormais le contre-pouvoir, responsable, mais un vrai contre-pouvoir à la politique du gouvernement qui veut tuer, pour une part, les communes et les collectivités locales. Jeudi, c'est Patrick Kanner, l'ancien ministre des Sports, sénateur du Nord, qui a réagi durement au budget 2018 présenté mercredi par le gouvernement.
Écoutez, il y a une baisse de 10 milliards d'euros, si j'ai bien des prélèvements, 6 milliards pour les ménages, 4 milliards pour les entreprises. Ce que je constate quand même, c'est certaines formes de choix et de déséquilibre. Autant, vous voyez, tout à l'heure, je disais du bien de la politique internationale européenne d'Emmanuel Macron, autant là, je pense que le tournant libéral l'emporte sur bien d'autres préoccupations. Diminuer de 3 milliards, un peu plus de 3 milliards d'euros l'ISF qui devient l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, en intégrant d'ailleurs et en exonérant les yachts. Bon, ça, ce sera. Et pourtant, derrière débat. ça, il y a l'envie d'avoir du pouvoir d'achat, Patrick Canard. Alors, le pouvoir d'achat, il va être très largement amputé par la hausse de la CSG, 1,7% dès le 1er janvier 2018. Ce que je constate, c'est que la baisse des cotisations sociales, et notamment chômage, maladie, seront étalées dans le temps. D'ailleurs, un problème pour les fonctionnaires, c'est qu'il n'y a pas de cotisation chômage pour les fonctionnaires. Je ne sais pas comment cela va être compensé techniquement. La hausse pour les retraites de plus de 1 200 €. Et honnêtement, 1 210 €, c'est quand même pas la fortune. Donc cette CSG va impacter beaucoup de retraités. Donc il y a eu des choix qui ont été faits qui me posent problème, y compris d'ailleurs dans la répartition des priorités budgétaires. Il y a d'autres arbitrages à faire, c'est ça ce que vous dites? Oui, bien évidemment. Mais attendez, ce qu'on nous a présenté hier, c'est un projet de loi de finances. Donc et donc le travail des parlementaires, ce sera de l'amender. Je peux vous dire que le groupe socialiste et républicain au Sénat prendra toute sa part. Il est dans une forme là de double minorité. Une minorité par rapport à la majorité sénatoriale et minorité par rapport à l'action du gouvernement. On va venir sur l'action. Il y a des grands projets qui devraient être gelés. C'est le cas notamment du canal Seine-Nord. Oui. Ce matin, Xavier Bertrand, dans le Courrier Picard, pousse un coup de gueule, on va dire les choses telles quelles. Est-ce que vous aussi, vous allez vous mobiliser sur cette question? Est-ce que vous allez mobiliser la population sur cette question? Vous me permettez d'être un peu direct? Avec plaisir. Ce qui nous est en train d'arriver à notre région, c'est du foutage de gueule. C'est pas du coup de gueule, c'est un foutage de gueule. Je le dis très simplement. Ce projet n'est pas un projet, c'est un chantier. C'est un chantier en cours, 300 millions d'euros qui ont déjà été dépensés pour les fouilles archéologiques, pour l'achat de terrain, pour le déplacement d'espaces naturels sensibles. Donc, et un dossier qui est financé, et dont 1,8 milliard d'euros de l'Europe, 40% du financement. Aujourd'hui, faire une pause, c'est enterrer potentiellement le canal Seine-Nord-Europe. Et je dis au Premier ministre du Havre, Monsieur le Premier ministre du Havre, tenez la parole de l'État. C'est parce que si vous ne tenez pas la parole de l'État, eh bien vous faites le lit, non pas d'un canal, mais du Front National. Vous dites droit dans les yeux ce matin devant la caméra? Devant la caméra, Monsieur Édouard Philippe, vraiment, tenez la parole de l'État. Ce chantier est un élément indispensable pour préserver la fierté de notre région. Xavier Bertrand ira manifester mardi prochain. Est-ce que vous vous retrouverez également dans cette manifestation? Alors, mardi prochain, il y a une manifestation devant l'hôtel de région Nord, Pas-de-Calais, Picardie et les Hauts-de-France. Mardi prochain matin, je serai malheureusement, ou heureusement, je n'en sais rien, en groupe socialiste, mais j'apporterai tout mon soutien à cette manifestation. Les sénateurs PS n'appartiennent pas à la majorité et sont dans l'opposition sénatoriale. Ont-ils dit? On ne comprend pas très bien. Est-ce que vous y retrouvez-vous dans cette phrase? C'est un compromis. C'est un compromis. C'est une synthèse, dirait François Hollande. Vous le dites en souriant, hein? Je dis en souriant, vous savez, j'ai participé à des commissions des résolutions de mon parti, quelques nuits, etc. Là, c'était la matinée. Mais nous sommes arrivés à un Rien ne change, quoi. C'est un peu radical socialiste, ça. C'est faute de mieux, quoi. Attendez. C'est un peu radical socialiste, ça. Ne vous fâchez pas. Alors non, je vais vous répondre. Savoir. C'était un débat de plus de 3 heures qui a abouti à ce compromis. Il y avait un objectif, et là qui est très clair, c'est qu'il y a des sensibilités différentes au sein du groupe que j'ai découvert, un groupe de 80 à peu près, en moyenne 80 personnes, 80 sénateurs, qui forment le premier groupe d'opposition dans la Haute Assemblée. Je considère qu'il fallait éviter à tout prix une forme d'éclatement potentiel. Et donc nous avons réussi. Et nous devrons conforter cette réussite dans les semaines et mois à venir. Donc c'est un compromis qui nous permet de dire simplement que nous sommes dans l'opposition de la majorité de droite du Sénat et que par rapport au gouvernement, nous soutiendrons le gouvernement quand il y aura de bonnes propositions qui nous sembleront aller dans le sens de l'intérêt général du pays et que nous combattrons les propositions qui nous sembleront aller dans le sens inverse. Donc c'est une position d'équilibre. Nous serons des sénateurs responsables, des sociodémocrates
assumer et être social-démocrate, ça veut dire être un réformiste, mais réformer pas n'importe comment. Mais Patrick Caner, dans la perspective de refonder le Parti socialiste, de le reconstruire, est-ce que ça c'est lisible? De dire on va soutenir ce qui est bon, on va critiquer ce qui ne l'est pas. Vous êtes à la croisée des chemins au Parti socialiste aujourd'hui. Mais pourquoi voulez-vous que nous soyons à la traîne des insoumis, voire du Parti communiste dans une opposition systématique et frontale, ou à la traîne, je dirais, d'En Marche? Nous ne sommes ni en marche, ni en marge. Ni en marche, ni en marge. Il a réagi trop tard, c'est les propos de Marie-Pierre de la Gontrie, la nouvelle sénatrice PS de Paris, réagissant à la position d'Arnaud Montebourg à propos de la fusion d'Alstom-Siemens. Je pense qu'il intervient un peu tard, même si c'est normal que cette question surgisse et qu'il la porte, puisque ça a longtemps été, on le sait, sa ligne sur un certain nombre de sujets. Demandez au gouvernement de revoir sa position ou pas? Alors, moi non. Pourquoi? Parce que évidemment, on déplore toujours lorsque on voit un fleuron de l'entreprise France se trouver dans une situation de cet ordre. Néanmoins, et c'est vrai que les médias font bien leur travail de ce point de vue, il ne faut pas oublier que c'est vrai aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire lorsque des entreprises françaises prennent le contrôle d'entreprises étrangères. Et puis, on sait très bien qu'Alstom avait une difficulté en termes financiers. Donc, ce développement-là, du moment que ça reste européen, me semble, même s'il y a une sorte de nostalgie, bien sûr. Donc, comme moi, mon repère, c'est l'emploi. C'est à ce regard-là que je me repère. Alors après, la difficulté, c'est... moi, je ne sais plus très bien quelle est la position du gouvernement, parce que au fond, on voit des contre-pieds réguliers qui rendent la lecture un peu confuse. C'est-à-dire, on ne sait plus... je crois que donc Bruno Le Maire se déplace aujourd'hui, et on a la même chose un peu avec STX. C'est-à-dire que on ne sait plus s'il faut rester, pas rester, c'est quoi l'objectif, on fait comment, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Alors, le minimum vieillesse augmente, les salariés au SMIC vont percevoir 250 € de plus fin 2018. C'est pas quand même un mauvais procès que de dire c'est un budget de riches? Vous savez bien que non. Vous êtes un petit peu taquin en disant cela. Et je crois que tout le monde a bien identifié que le gros problème politique, c'est la question de ce qu'on appelle rapidement la suppression de l'ISF, même s'il n'est pas totalement supprimé, mais qu'on voit bien que supprimer l'ISF, dans le champ de l'ISF, tout ce qui est valeur mobilière, c'est-à-dire certes les actions, etc., mais aussi, c'est vrai que l'illustration est rude, les yachts, les avions, les lingots d'or, etc., fait que, on le voit bien, c'est-à-dire qu'il y a effectivement les plus riches des riches, parce que on est riche, entre guillemets, assez vite, en France, mais là on parle de riches, de très riches, c'est-à-dire que yacht, avion, lingots d'or, etc. Vive les signes extérieurs de richesse. Signe extérieur de richesse. Par ailleurs, lorsque vous dites, c'est intéressant, lorsque vous dites le gain parce que augmentation du minimum vieillesse, etc., etc. J'entends que, tant mieux pour lui, Gérald Darmanin vous a convaincu. Dire que les salariés vont gagner un 13e mois, c'est une blague. D'ailleurs, les fact-checkers qui sont partout dans les médias le démontrent. Il faut cumuler toute une série de situations très très spécifiques pour qu'au bout du bout, on est dans la petite frange qui effectivement y gagnera. Donc pour vous, c'est un budget pour les riches. Point. Non mais oui, enfin c'est un budget pour les très favorisés, incontestablement. En fait, vous ne voyez pas clair dans l'action du gouvernement, que c'est pas lisible, vous êtes un peu perdu, quoi. Non, je suis pas perdu parce que pour le coup, c'était un peu le cas au début. Puisque au fond, on a tous cru que le gauche-droite, tout ça mélangé, ça allait... Voilà. Et on voit bien depuis assez vite, par des petits signes qui sont, à mon avis, des fautes politiques, qui ont été les APL, puis l'affaire de la CSG pour les retraités, etc., que peu à peu, tout le monde se rend compte que c'est un budget classiquement de droite, et pas que sur les questions économiques. Parce qu'on en parlera peut-être sur les questions de société, sur les questions de sécurité, etc. etc. Donc... Le texte sur la sécurité intérieure qui sera voté mardi prochain, est-ce qu'il va trop loin, selon vous, vous qui êtes aussi une spécialiste des questions de sécurité? Oui, mais la réponse est un peu courte. On peut rentrer dans le détail, mais... Non, courte. Trop loin, pourquoi? Parce que depuis des années, nous avons, au fil des événements dramatiques que la France a connus, renforcé la législation pour, semble-t-il, lutter contre le terrorisme. Le président de la République, dans son livre « Révolution », pendant la campagne électorale, avait dit il n'y a pas besoin de prolonger l'état d'urgence parce que nous avons déjà dans l'arsenal législatif tout ce qu'il faut pour lutter contre le terrorisme. Bien. 6 mois plus tard, il amène une nouvelle loi qui propose des choses qui sont absolument incroyables. Il fait rentrer dans le droit commun toutes les dispositions
exceptionnelle de l'état d'urgence. Un dernier point, parce que quand même, je regardais ça. L'affaire des contrôles d'identité. Les contrôles d'identité, c'est des choses qu'il faut manier avec une extrême prudence. Mais quand on dit que l'ampleur des contrôles d'identité dits préventifs, en clair, sans raison, on vous demande vos papiers, ça va toucher qui? Aucun de nous ici. Aucun de nous ici. Ça va toucher une population maghrébine, noire, etc. Et regardez l'Assemblée nationale. Qui vote ces lois? Qui? Des députés souvent masculins, blancs, pas concernés. Et moi, je leur dis, attention, mettons en place, s'ils veulent faire ça, mettons en place l'attestation de contrôle d'identité. On a 8 fois plus de risques d'être contrôlés. Pourquoi vous l'avez pas fait quand vous étiez au gouvernement? Ah, mais c'est une bonne question. On a tenté de le faire. Ça n'a pas été possible. En l'occurrence, Manuel Valls s'y était opposé. Moi, je continue à porter ça. Je ne prétends pas qu'il ne faut jamais faire contrôle d'identité. Je prétends qu'il faut faire très attention parce qu'il y a une population entière, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas, excusez-moi de vous le dire, comme nous, c'est-à-dire bien habillés, plutôt jeunes, pas pour vous, moi, et blancs. Voilà, moi je n'ai pas été contrôlé depuis des années, c'est pas le sujet. Donc après on s'étonne de la façon dont c'est ressenti dans certaines parties de la société. Voilà, c'était Territoire d'Info, une émission de Public Sénat, de TV5 Monde, avec la presse quotidienne régionale. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.